pense qu'on va pouvoir commencer. Voilà, bonjour à tous. Donc on va commencer la session du groupe de cardio interventionnel. Je voudrais juste dire 2 mots parce qu'une session, ça se prépare pendant plusieurs mois. Et on a volontairement gardé sur le programme le nom de Michel Pensieri, qui était un des référents de cardio interventionnel. Il a préparé cette session, on la lui dédie bien sûr. Il l'a préparée avec Géraldine et je laisse tout de suite la parole à Géraldine. Voilà, je voulais évidemment dédier la session, comme l'a dit Jean-Loup. Et j'ai préparé donc un texte. Chers amis, chers collègues, ce midi, c'est avec une émotion certaine que j'ouvre cette session du groupe de cardio interventionnel du CNCH. En effet, c'est grâce et avec Michel que nous avions construit cette session pensée au cours du mois d'avril, améliorée en juin et finalisée en septembre. Lors de notre dernière rencontre à Versailles, chez moi, à l'occasion de l'installation de Michael, un de ses fils, admis en maths sup à Ginette, et accompagné de sa femme Carole, de ses enfants, donc Michael et Julia, autour d'un apéritif, nous avions encore échangé sur la session et bien d'autres sujets. Voilà, nos derniers échanges datent du jeudi 23 septembre. Au nom du groupe de cardiologie interventionnelle du CNCH, je souhaitais retracer aujourd'hui son parcours. Michel était né à Tunis le 3 avril 60 et scolarisé au lycée Perrier de Marseille. Il poursuivit ensuite ses études à la faculté de médecine de sa ville de cœur et de son club de foot dont il sera un fervent défenseur. En 83, il réussit brillamment le concours de l'internat, puis fut interne et chef de clinique à l'hôpital Cantini. Il hésita entre plusieurs spécialités, ophtalmo, pneumo, cardio, finissant par choisir la cardiologie. Le rythme l'emporta sur la respiration. Après son service militaire effectué en Martinique en 89, il passa son doctorat en médecine sous la direction du professeur Raymond Gérard. Le thème « Les valvuloplasties percutanées » était précurseur. En 92, il est nommé PH au centre hospitalier d'Avignon et s'occupe d'abord des soins intensifs de la scintille avant de se consacrer à la choro et l'angioplastie. Au sein du centre hospitalier d'Avignon, il développa les techniques de rota, de valvuloplastie et même les procédures de dénervation rénale. Les innovations l'attiraient, l'enseignement, le partage, les échanges, les challenges étaient ses moteurs. En 2012, il fut nommé chef de service du service de cardio, où il poursuivit la prise en charge des urgences cardio en étroite collaboration avec le SAMU et les urgentistes. Au cours de son mandat de chef de service, il développa le TAVI, incita ses collègues plus jeunes à développer les fermetures de FOP, d'auricules, tout cela au sein d'une équipe qu'il a su souder. On connaît son engagement, bien évidemment, au CNCH, sa volonté de dynamiser le groupe de cardiologie interventionnelle, d'ouvrir la voie aux jeunes cardio interventionnels, tout cela dans un esprit de parité rare. N'oublions pas sa passion pour la musique. Jeune, il créa un groupe de rock à succès électrogène. Guitariste hors pair, il chantait également lors des revues d'internat dans les soirées et lors des soirées au congrès, notamment au Franco et au GRCI. Et citant Sartre s'adressant à Camus, l'accident qui a tué Michel, je l'appelle un scandale, parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences profondes. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage de ce que nous avons perdu. Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Le 6 octobre 2021, il nous a quittés, nous laissant percuter par cette nouvelle effroyable. Cette session lui est dédiée, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis infirmière en cardio depuis maintenant 20 ans au centre hospitalier d'Avignon. Donc c'est 20 ans de vie commune avec Michel dans une salle de cathé. Ça ne peut pas s'oublier. Évidemment, hein, c'est un peu une vie de couple avec ses hauts, avec ses bas. Aujourd'hui, je vais retenir que les hauts.
Et je pense à toutes ces vies qu'on a sauvées ensemble, avec comme leitmotiv déboucher cette coronaire, de jour comme de nuit. Et ce que je garde surtout en mémoire, c'est cette dernière réa que j'ai fait avec Michel vendredi matin, à la veille de son départ, pour lequel on a sauvé une petite dame de 82 ans. Il a joué le chef d'orchestre de cette réa avec brio, et on a pu sauver cette petite dame. Ces paroles, les paroles qui me restent en tête, c'est... voilà, il nous a dit « Bravo Charlotte, bravo Amélie, on s'est bien battu, on a réussi à la sauver. Je vous félicite les filles pour votre professionnalisme. » Voilà ce que je retiens de Michel. En fait, il était très humain avec ses patients, mais aussi avec nous. Il était très fier de nous, de son équipe paramédicale. Évidemment, on était, nous, réciproquement très fiers de lui. Il nous a portés vers l'excellence. Ce qui me manquera aussi dans Léo, c'est son enthousiasme, sa joie de vivre, son sens de la fête. Bon, le vide qu'il va laisser dans le service est déjà palpable. Aussi, je crois voilà, ce qui va nous manquer aussi, c'est son rire, en fait. Ceux qui connaissent le rire de Michel, je ne vais pas vous le refaire parce que je ne suis pas bonne actrice, mais bon, vous le connaissez et on s'en souvient tous. Bon, en résumé, cet hommage est bien trop bref au regard de tout ce qu'il était. Vous nous avez aimés, Michel, on vous aime, et bon vent. Voilà. Nous allons enchaîner avec cette session du groupe de cardiologie interventionnelle au sujet du tronc commun gauche et la revascularisation de ce tronc commun gauche en 2021. On accueille comme premier orateur le docteur Nicolas Amabile, qui travaille à l'Institut Montsouris à Paris et qui est spécialiste, entre autres, de tomographie par cohérence optique. Nicolas, à toi, tu as 12 minutes. Merci Sabrina. Alors, c'est pas facile de rebondir après un tel hommage. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai été l'interne de Michel Pensieri. J'ai connu Charlotte en salle de cathé, et si je suis là aujourd'hui, c'est très probablement aussi en partie grâce à Michel. Donc on va commencer avec j'aime bien commencer avec un cas clinique. Je vous présente un patient de ma consultation. Il a 56 ans, facteur de risque notamment marqué par une séropositivité VIH sous trithérapie depuis 15 ans. Il n'est pas très symptomatique sur le plan de douleur thoracique. Par contre, il rapporte une dyspnée d'effort compte tenu du profil et de l'électrocardiogramme de repos qui montre des troubles de la repolarisation en apicolatérale. Je lui fais faire une écho d'effort qui est menée à 120 watts, 94% de la FMT. Il n'a pas de douleur. Il y a une petite hypokinésie inférieure qui apparaît. Alors ça, c'est un peu les joies de l'écho d'effort, mais elle est très positive sur le plan électrique. Et donc, on décide de l'emmener en salle de coronarographie. Et à première vue, quand même, on est plutôt rassurant. Et puis, on est quand même troublé par la dissociation entre l'aspect coronarographique et puis l'aspect angiographique. Alors, est-ce que c'est un problème de microcirculation, comme c'est un truc qui est quand même relativement... qu'on découvre? Est-ce qu'il faut aller faire une exploration? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'exploration? Puis j'avoue que plus j'avance, plus je trouve ce tronc coronaire un peu pas net. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et je vais essayer de faire des techniques endocoronaires. Les applications des techniques endocoronaires aujourd'hui dans le tronc coronaire gauche, il y en a deux. Le premier, ça me semble le plus important, c'est pour poser un diagnostic précis en cas de lésion ambiguë, identifier les sténoses à revasculariser. Je n'ai pas dit dans lesquelles mettre un stent, j'ai juste dit à revasculariser. Et puis, si on part sur de l'angioplastie coronaire, c'est nous aider à optimiser notre geste. Alors, il y a deux types de technologies endocoronaires dont on va parler aujourd'hui. C'est la FFR et l'IVUS, en tout cas dans la partie diagnostique. Je suis désolé, Sabrina, je te parlerai très peu d'OCT, parce que l'OCT, ça n'est pas validé dans le tronc coronaire gauche pour sa partie diagnostique. Au contraire de la FFR, qui a un cut-off à 0,8, vous le savez tous, de l'IVUS, qui a un MLA, et on va revenir, entre 4, 5 et 6 mm², donc on a des critères de diagnostic. Pour l'OCT, il n'y a rien, donc on ne va vraiment pas trop en parler. Alors,
ce qui est le gold standard aujourd'hui, quand on veut évaluer correctement un tronc coronaire gauche, c'est la FFR, et on sait tous qu'on est capable, en distinguant les troncs avec une FFR au-delà de 0,8 et en deçà de 0,8, d'identifier les lésions du tronc coronaire gauche à revasculariser. Et si on va décider, l'étude d'Amilos était montrée comme ça, et montre, pardon, une vieille étude une étude ancienne de Alost qui montrait que si on identifiait les troncs, si on identifiait comme significatifs les troncs avec une FFR supérieure à 0,8, on pouvait ne pas les revasculariser avec une survie tout à fait comparable aux autres. Donc 0,8 reste le bon cut-off pour le tronc coronaire gauche. Il y a eu d'autres études, après l'étude initiale de Amilos, qui ont été faites, qui sont résumées dans cette méta-analyse publiée en 2017. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, si vous avez un tronc coronaire gauche avec une FFR supérieure à 0,8, vous pouvez ne pas lui proposer de revascularisation ni chirurgicale ni par angioplastie, et il aura la même survie qu'un patient avec un tronc coronaire gauche inférieur à 0,8 que vous revascularisez. Alors, pourtant, la FFR, ce n'est pas tout le temps très très simple dans le tronc coronaire gauche. Il y a au moins 2 problèmes qui peuvent se poser en pratique clinique. C'est les lésions ostiales, dans lesquelles la FFR n'est pas si simple à faire. On va voir comment s'en sortir. Et puis, ce qui est très fréquent, c'est les lésions étagées, avec des valeurs de la FFR qui peuvent varier en fonction de sténose associée sur la circonflexe ou sur l'IVA. Les lésions ostiales, en fait, c'est toujours très embêtant, et c'est pour ça que je vous ai montré ce cas clinique, parce qu'on les identifie mal en angio, et ça pose des problèmes en FFR et en IVUS. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte que la FFR, c'est un ratio entre la pression distale et la pression aortique. Et en fonction de la position de votre guiding cathéter dans votre tronc coronaire, cette pression aortique, elle peut significativement changer, notamment quand vous êtes trop intubé et que vous allez au-delà de la lésion, vous avez un amortissement de la pression aortique en sortie de cathéter, et vous avez une FFR qui est anormalement trop haute. Je vous montre un exemple, qui est un vieil exemple sur cette lésion ostiale du tronc coronaire gauche. Voici un tracé de FFR qui a été réalisé, et je vous montre juste que la valeur, en fonction de la position de mon guiding, eh bien, la valeur de FFR change du tout au tout. Là, je suis extubé, et pour faire cet enregistrement, je me suis également intubé. Et quand je suis intubé, je passe de 0,75 à 0,91. Donc, si je suis trop intubé, je vais au-delà de ma lésion ostiale, j'ai l'impression qu'elle n'est pas significative et je me fais avoir. Enfin, c'est surtout le patient qui se fait avoir. Du coup, quelles sont les solutions? Alors, faire de la FFR toujours extubé en faisant de l'adénosine intraveineuse, ça peut être une solution, ça se fait de moins en moins parce que c'est des protocoles un peu agressifs en termes d'adénosine. Sinon, ce que nous on fait en pratique, c'est de faire la FFR avec de l'adénosine intracoronaire ou de la papavérine, si vous avez accès, et faire un retrait. Alors j'avais dit avec un deuxième guide, on peut tout simplement pousser aussi. Moi, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est mettre 2 guides en parallèle, le guide de pression, un guide classique, on injecte l'adénosine. Et puis, une fois que l'adénosine a été injectée en intracoronaire pour être certain d'atteindre l'hyperémie, à ce moment-là, on pousse sur le guide, le buddy wire, et on s'extube et on a la FFR correcte. Les lésions étagées, ça c'est compliqué, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est assez technique, mais il faut juste savoir que quand vous avez des lésions significatives au niveau de l'IVA, la FFR uniquement en aval du tronc peut être faussement rassurante. Donc, il faut aller toujours mesurer votre FFR largement en aval des lésions. Et puis, ne pas hésiter à faire des pullbacks, ce qui, à mon avis, il faut faire chaque FFR que vous devez faire doit s'accompagner d'un pullback afin de vérifier, là vous voyez, il y a 2 sténoses, de vérifier si elles ont tout un retentissement en termes de FFR avec ce qu'on va appeler des sauts de pression, comme on peut voir ici sur ces deux lésions, diagonale et le tronc, on a 2 sauts de pression, donc les 2 lésions sont probablement significatives, alors que là, en fait, il n'y a pas de saut de pression au moment du retrait du guide de cathéter, du guide de la diagonale vers le tronc. Je vais passer sur celle-ci. Quid de l'IVUS? Alors l'IVUS du tronc, c'est peut-être la dernière indication sur laquelle, le dernier outil avec lequel on peut poser une indication de revascularisation sur des critères strictement anatomiques, c'est-à-dire la MLA, la surface minimum luminale. Le cut-off est variable parce qu'il y a des études. La première étude était une étude qui date de 2004 qui montrait que le cut-off à partir duquel il y avait une bonne corrélation avec la FFR, c'était 5,9, mais c'était sur des patients américains. Un autre papier a été publié quelques années plus tard, mais sur des patients asiatiques, on a trouvé 4,5. Donc, c'est pour ça
en Europe, on est plutôt parti dans notre population caucasienne, plutôt sur un cut-off à 6 mm². Et ce 6 mm², ce seuil de 6 mm² a été validé par de la Torre Hernandez dans ce papier. Là, ça résume ce que je vous ai montré. Je veux juste vous dire que quand même FFR et MLA, ça peut être décorrélé. Et il y a beaucoup de raisons qui font que c'est difficile de mettre et l'anatomie et la physiologie. La première, ça dépend de la masse myocardique à risque, de la taille de votre artère coronaire gauche. Est-ce que vous allez faire votre FFR plutôt vers l'IVA ou plutôt vers la circonflexe? Est-ce que les lésions que vous allez voir sont plutôt proximales ou distales? Est-ce que votre patient a déjà eu un infarctus? Donc s'il y a une nécrose myocardique, la masse myocardique est plus faible. L'existence d'une collatéralité. Puis le sexe, le diamètre du vaisseau, l'origine géographique, on l'a vu en tout cas asiatique versus caucasien, la longueur de la lésion coupable, tout ça peuvent expliquer que c'est pas parce qu'on a une MLA à 4,5 mm² dans le tronc ou à 4,8 mm² dans le tronc par exemple que ça va sortir avec une FFR positive. Voilà ce que recommande la Société européenne de cardiologie, ou en tout cas la Société européenne de cardiologie interventionnelle pour évaluer vos patients avec un tronc douteux. Si votre MLA en IVUS est inférieur à 4,5 mm², c'est certainement significatif, vous pouvez revasculariser par la méthode que vous choisissez. Si elle est supérieure à 6 mm², c'est certainement non significatif. Et entre les deux, si vous êtes dans le 4,5 à 6 mm², à ce moment-là, il faut faire une FFR. Du coup, deuxième partie qui sera plus brève, comment guider l'angioplastie. Juste pour vous rappeler que le guidage de votre angioplastie coronaire du tronc par technique d'imagerie, ça sauve des vies. C'est encore montré sur ce dernier papier qui est un papier anglais. Vous voyez, ça c'est la différence de mortalité entre les gens qui ont une angioplastie non guidée par IVUS versus ceux qui ont eu guidé par IVUS. C'est tout à fait en accord avec ce qui a été montré dans la littérature depuis 10 ans. Donc c'est quand même assez difficile aujourd'hui de proposer des angioplasties du tronc, surtout si elles sont un peu compliquées, sans le guidage de l'imagerie. C'est vraiment difficile de dire non. Alors l'OCT va faire probablement son trou dans les années qui viennent, mais pour le moment on est juste sur des études de faisabilité, comme a montré Lemon, avec plutôt quand même des résultats encourageants, puisque chez les patients qui avaient un guidage de leur angioplastie du tronc par OCT, on avait un taux de complications extrêmement bas à 1 an. Finalement, comment on a fait chez notre patient? Vous avez compris qu'on va combiner, parce que plus je la revois, plus quand même je la trouve pas terrible, ce tronc. Cet ostium ne me plaît pas. Je vais d'abord faire un IVUS, et l'IVUS va montrer qu'en fait il y a une plaque de l'ostium. Et vous voyez, c'est quand même une plaque vraiment de l'ostium qui n'est pas ultra bien identifiée, même si on va trouver un MLA à 4,8 mm². Alors vous allez me dire quelle était l'origine géographique de ce patient. Il était brésilien, donc je ne savais pas trop quoi en penser. Donc j'ai fait une FFR, et la FFR est à 0,78. Vous voyez, je ne suis même pas allé trop loin. Donc on a une lésion significative. On a appliqué le protocole européen de l'IA-PCI, et puis on est parti pour faire une angioplastie dans lequel on va mettre un stent Mégatron 2,4,5 vraiment à l'ostium. Donc moi je me sers d'un deuxième guide pour bien repérer. Je suis certain que Olivier va mieux vous parler de ça que moi. Et avec un résultat final après un POT ou une post-dilatation et un tronc qui est impeccable. Comme dit mon ami Erwan, c'est quand même mieux un tronc bien propre avec un stent. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'analyse visuelle en cas de lésion douteuse en angio, il faut toujours céder d'autres moyens, a fortiori dans le tronc. Les approches endocoronaires sont très utiles, il faut quand même connaître leurs limites. Donc la FFR, ça reste le standard absolu. L'IVUS est recommandé pour le diagnostic et le guidage thérapeutique. L'OCT n'a pour le moment pas de place pour le diagnostic et un intérêt probablement pour le guidage de l'angioplastie. Mais il ne faut surtout pas hésiter à combiner les techniques endocoronaires et l'angio et puis les techniques non invasives pour arriver avec une approche multimodale à votre diagnostic final. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce bel exposé. J'ai 2 questions avant que l'auditoire en pose éventuellement. Une première question concernant tes techniques d'angioplastie. J'imagine que tu fais systématiquement, en cas de lésion significative du tronc commun distal, une OCT ou un IVUS. Quelle technique est-ce que tu privilégies? Provisional instant. Instant provisionnel. Et comme technique d'imagerie, en fait. Alors, en technique d'imagerie, ça dépend. Alors vraiment, ça dépend. Je fais les deux.
Moi, j'aime un peu plus l'OCT parce que ça nous permet d'avoir, avec les technologies de reconstruction 3D, on a accès à d'autres types d'informations que l'IVUS. Après, l'IVUS, ça reste quelque chose d'assez robuste également, qui marche bien. D'accord, très bien, merci. Deuxième question. Quand tu as un patient qui a une sténose du tronc commun distal et que, en imagerie, tu vois que l'ostium du tronc commun n'est pas touché par la plaque, est-ce que tu stentes jusqu'à l'ostium ou est-ce que tu t'arrêtes au niveau de du début de la plaque? C'est la querelle des modernes et des anciens. Ouais. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui ne stentent pas jusqu'à l'ostium. Je pourrais en parler pendant 15 minutes, mais globalement, si tu as identifié une zone d'atterrissage correcte, sans plaque, où tu sais que tu vas avoir un bon résultat, c'est pas la peine d'aller stenter jusqu'à l'ostium parce que je pense que c'est prendre plus de risques de complications, de compression de stent, de malaposition, de dissection, pour un bénéfice dont moi je ne suis pas convaincu. Je pense que les études qui nous ont montré ça, c'est des études qui ont maintenant 18-19 ans, donc je pense qu'on peut changer un petit peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Une question. Pierre Lédé. Ouais, j'ai une question par rapport à la place entre l'IVUS et la FFR. Tu disais que la FFR était le gold standard. Alors en pratique, toi, est-ce qu'il t'arrive d'utiliser l'IVUS pour faire le diagnostic d'une lésion serrée en première instance, avant même de faire une FFR? Oui, chez les patients avec un RAC. Alors du coup, nous, on a pas mal de recrutement en TAVI. Je suis très prudent sur les indications d'IVUS chez les patients avec un RAC serré. Parce que j'ai pas envie de leur coller un bloc auriculo-ventriculaire, j'ai pas envie de voir si ça peut faire un collapsus avec un rétrécissement aortique serré, c'est quand même pas très bien toléré. Donc sur les patients qui ont un rétrécissement aortique calcifié, et donc je vois qu'il y a l'Indibi qui arrive et on l'a fait plein de fois ensemble, je pense que l'IVUS c'est une bonne technique en première intention. Merci. On va enchaîner avec les deux topos suivants et on posera, s'il nous reste un peu de temps, on est déjà assez en retard, les questions à la fin. Donc j'appelle Olivier Darmon de Bordeaux qui va nous parler des nouvelles techniques d'angioplastie, enfin des bonnes techniques d'angioplastie du tronc commun. On t'écoute. Merci beaucoup. Merci Michel, je suis très ému. C'était mon ami et il va nous manquer. Les bonnes techniques d'angioplastie du tronc commun. Le tronc commun distal, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ce n'est pas une bifurcation comme une autre. C'est une bifurcation le plus souvent, mais c'est parfois une trifurcation. Ça pose des problèmes techniques. Les diamètres sont différents des diamètres habituels des bifurcations, puisque la loi de Murray s'applique, et c'est dans cette bifurcation-là que l'on a les plus grandes disparités de calibre entre la branche distale et la branche proximale. L'ostium, même s'il n'est pas visuellement, angiographiquement pathologique, ce n'est pas à Nicolas que je vais apprendre que sur le plan de l'OCT, il est très souvent pathologique lorsqu'on fait de l'OCT. D'où probablement le stenting jusqu'à l'ostium qu'on avait un peu prôné il y a quelques années et qui, j'avoue, n'est pas certainement nécessaire dans tous les cas. L'autre différence technique du tronc commun par rapport aux autres bifurcations, c'est que la side branch, il vaut mieux pas la perdre parce qu'elle est souvent de très gros calibre. Et la dernière particularité du tronc commun, c'est l'angulation de la branche secondaire qui est souvent une branche en T, donc une angulation à 90 degrés, qui ne sont pas forcément les plus favorables en termes de rhéologie et de stenting de la branche secondaire. C'est plusieurs études qui l'avaient montré. Alors, quelles sont les recommandations de la revascularisation du tronc commun? On a les recommandations de 2018 qui sont les dernières, on n'en a pas d'autres cette année, qui, comme vous le savez tous, considèrent que le gold standard sur un syntax score inférieur à 22 est aujourd'hui quasiment l'angioplastie du tronc commun, y compris dans les lésions distales. Et dès qu'on dépasse les 22, en fonction du terrain, diabétique et certaines autres choses, mais vous savez que la chirurgie prend toute sa place, surtout lorsqu'on dépasse les 32, où là, je pense que les indications, en dehors des contre-indications chirurgicales, sont indiscutables. Et on pourra en débattre tout à l'heure avec notre confrère chirurgien.
Alors, dans ces indications de revascularisation, quelle est la particularité de l'angioplastie? Vous voyez que le gold standard de revascularisation des lésions du tronc commun, y compris les lésions distales, c'est le provisional stenting, donc une attitude relativement simple lorsqu'on applique les règles, je dirais, de provisional stenting, et donc une technique à un stent qui n'empêche pas de mettre un second stent si nécessaire en fonction des caractéristiques angiographiques. Et vous voyez que dans ces nouvelles recommandations de 2018 ressort le DK Crush qui vient en termes de revascularisation des lésions complexes de manière systématique, ce qui en tant que Français et Européens, est hautement critiquable. On pourra éventuellement en discuter par la suite. Alors les chiffres, rapidement, le tronc commun, c'est 18 000 angioplasties en France en 2018, environ 10 000 troncs communs, 70 à 80% de lésions distales, et si on regarde l'étude Excel, 43% de 2 stents, ce qui est énorme et ce qui ne reflète pas, je pense, la réalité en France sur l'angioplastie du tronc commun, beaucoup plus simple. Alors, il y a un certain nombre de règles techniques à suivre, puisque l'objet du topo est technique, mais on va essayer de rester pas trop technique non plus. Mais grosso modo, un des points essentiels, c'est de bien définir sa stratégie, et si possible, pas 5 minutes avant l'angioplastie du tronc, mais en pluridisciplinaire, avec un collègue, c'est beaucoup mieux. Nous, c'est ce qu'on fait régulièrement, voire même quasiment dans 100% des cas. L'angioplastie du tronc commun, elle se discute en équipe. On discute le choix, on discute la stratégie, on discute quelle technique de revascularisation on va adopter, provisional dans quel sens, définit quelle est la branche mère, quelle est la branche fille, et en fonction des caractéristiques angiographiques, on décide si c'est plutôt un provisional dans environ 80% des cas, ou dans 15 à 20% des cas, une technique à 2 stents, qui, du moins chez nous et grosso modo en France, l'attitude thérapeutique est définie dans les lésions complexes par une longue lésion de plus de 10 mm sur la branche secondaire et plus ou moins, et ou je dirais, un accès difficile à cette branche, et j'y ajouterai volontiers le degré de calcification. Mais ce qu'il faut bien poser, et je pense que le débat est largement ouvert dans ces cas-là, c'est que je vais vous montrer à la fin les résultats à long terme des techniques de stent qui sont forcément plus péjoratives que les techniques à un stent, probablement du fait de la complexité des lésions stentées dans ces cas-là. Mais quand on en arrive à discuter d'une technique à 2 stents sur une lésion du tronc commun, je pense qu'il faut quand même avoir aussi discuté du bénéfice éventuel, plus ou moins éventuel de la revascularisation par pontage orthocoronaire. Alors, la stratégie est définie et maintenant il y a un certain nombre de règles systématiques à adopter pour éviter les complications et essayer d'avoir un résultat optimal. C'est tout d'abord les guides. Je crois que le choix de mettre 2 guides, un dans chaque branche, est très peu discutable. Le guide, si l'angulation est trop importante, modifie l'angulation, permet de garder une branche perméable si on a une occlusion, d'avoir un repère pour la revasculariser, et un certain nombre de petites techniques de revascularisation, notamment le guide piégé permet de passer éventuellement un ballon en dessous pour réouvrir une branche occluse. La branche principale, deuxième point principal pour le provisional stenting, puisque le provisional stenting est une technique, enfin du moins une philosophie qui consiste à stenter en premier la branche mère, encore faut-il la définir. La branche mère, ce n'est pas toujours l'IVA, c'est même très souvent la circonflexe, pas en majorité, mais très souvent la circonflexe, comme dans ce cas, l'IVA ostiale paraît saine, le tronc est sténosé, la circonflexe est sténosée. Le provisional stenting, il s'accordera à stenter tronc circonflexe et à faire le nécessaire pour que l'IVA soit perméable et non stenté. C'est ce qu'on va voir par la suite. Dans ce cheminement, le choix du stent est capital, notamment dans un premier temps le diamètre du stent. Il faut choisir un stent de diamètre équivalent avec un ratio 1:1 au diamètre distal du vaisseau principal. Tout ceci afin d'éviter ce que l'on appelle le shift de carène qui survient essentiellement lorsque le stent de la branche principale est trop gros. Vous faites basculer la carène et vous obstruez la side branch.
La deuxième caractéristique du stent que vous utilisez, c'est le matériel que l'on doit connaître qui est lié à la capacité d'overexpansion de votre stent, puisque, comme vous le savez, dans le tronc commun, si on s'accorde à prendre un diamètre qui est celui du diamètre distal de la branche principale, le diamètre proximal il sera forcément plus élevé, donc il faudra surexpandre votre stent, et tous les stents ne sont pas équivalents. Il faut connaître celui que vous utilisez habituellement ou que vous avez sur vos étagères. Pour expandre ce stent de manière adéquate dans un tronc commun, c'est-à-dire pour l'accoler à la paroi, on a une technique relativement simple qui est le proximal, l'optimisation proximale du stent dans la bifurcation, qui consiste à apposer avec un ballon de taille adéquate le stent à la paroi, afin de favoriser le refranchissement et d'élargir la maille. Alors, vous voyez, lorsque vous faites ça sur un banc fractal, c'est-à-dire que le diamètre ici est bien évidemment supérieur au diamètre de la branche distale, mais vous voyez que le stent en proximal, si on n'y fait rien et qu'on fait une coupe OCT, enfin OFDI en dessous, vous voyez que votre stent n'est jamais apposé si vous n'y faites rien dans une bifurcation. Donc le pod consiste à apposer ce stent en partie proximale afin que le stent donc, soit au diamètre adéquat. Le positionnement est très particulier avec un ballon, un marqueur distal positionné strictement au niveau de la carène afin d'obtenir cet élargissement de la maille ici et avoir un résultat qui, en OFDI, vous permet de constater que sur le segment proximal, maintenant, votre stent est parfaitement adapté. Ceci favorise le refranchissement distal de la maille qui est capital afin d'obtenir un bon scaffolding et éviter une large majorité de double stenting dans l'angioplastie du tronc commun. Si vous ne faites pas ça, si vous faites un franchissement proximal, vous obtenez une néocarène métallique, ce qui est un petit peu péjoratif en termes de résultats non seulement angiographiques mais cliniques à long terme. Le kissing, à mon sens, dans le tronc commun, il doit quasiment être systématique en dehors de quelques cas où l'ostium est strictement sain et perméable après un POT. Moi, j'aime bien réouvrir avec un kissing pour favoriser éventuellement le travail secondairement sur cette branche si dans l'avenir le patient développait un athérome sur la branche secondaire. Le kissing, il y a quelques règles également relativement simples, c'est qu'il faut l'utiliser avec des ballons courts, non compliants sur la side branch qui n'est pas stentée afin d'éviter de l'occlure et, si possible, de débuter le kissing par une inflation unilatérale de la side branch, puis un kissing, inflater les deux ballons et une déflation simultanée qui permet d'avoir le meilleur scaffolding et la meilleure apposition. Une fois que ce kissing est terminé, on a un résultat angiographique final et on décide si on s'arrête là ou si on met un deuxième stent dans une bifurcation. Les recommandations de l'European Bifurcation Club, c'est plutôt le T ou le TAP, la culotte pour les anglo-saxons. L'ESC préconise le DK Crush à titre systématique dans les lésions complexes ou dans le double stenting du tronc commun, ce qui sera probablement ouvert à la discussion après. La problématique, effectivement, elle est à mon sens philosophique entre un choix thérapeutique de revascularisation par angioplastie, une discussion médico-chirurgicale qui doit s'engager et également l'expérience de l'opérateur dans un double stenting. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans le double stenting, quoi que vous fassiez et quelles que soient les études que vous preniez, en dehors des études chinoises qui parlent du DK Crush, où là, c'est l'inverse, le double stenting a un meilleur résultat à long terme que le simple stent dans le tronc commun, ce qui n'a jamais été décrit auparavant, qui n'a jamais été vu dans quelque étude randomisée que ce soit. D'où mon petit scepticisme quant à ces recommandations et à ces études. Vous voyez que le double stenting dans le tronc commun, le résultat est toujours plus péjoratif avec une mortalité qui est impactée, du moins les MACE, et surtout la mortalité qui est impactée sur le long terme. Et c'est là le mot-clé, c'est penser à long terme, passer à 5 ans, penser à 10 ans avec un double stenting dans le tronc et le traitement anti-irrigant plaquettaire qui s'y associe. Le POT final, à mon sens, il n'est pas capital.
La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le pod final, il ne doit pas être comme le pod proximal afin d'avoir un résultat circulaire sur la partie proximale du tronc. Et il faut éviter d'endommager le travail qui a été fait sur la carène par le kissing. Donc il faut le faire un petit peu plus en amont, en dehors du polygone de confluence. Donc en conclusion, le tronc gauche, c'est une angioplastie relativement standardisée aujourd'hui, avec bien sûr des règles strictes et un enjeu qui peut être un petit peu dramatique si on ne les suit pas. La stratégie, elle doit être prédéfinie et c'est ce qui fait, à mon avis, la clé du succès de ce type d'angioplastie. Il faut bien connaître son matériel et quant à la règle des 2 stents, à systématique au départ ou en provisional, moi je reste fidèle au provisional T ou à la culotte si on décide d'une revascularisation à 2 stents systématiques d'emblée. Je vous remercie. Merci. Merci Olivier. Donc Laurent Guénier va venir nous rejoindre, nous parler du point de vue du chirurgien sur la revascularisation du tronc commun. Laurent Guénier qui est chirurgien à l'hôpital privé de Paris 2 au Chesnay. Bonjour à tous. Merci Géraldine pour cette invitation. C'est la 2e fois que je parle dans ce congrès. La première fois c'était à la demande de Jean-Jacques Dujardin. Je ne sais pas s'il est là, mais s'il est là, je le salue très volontiers. Donc, comment on fait pour passer sur ma présentation? Ah oui, d'accord. Okay. Donc moi, je vais essayer de vous parler de la revascularisation chirurgicale du tronc commun. Le titre est un peu provocateur, mais peut-on se passer de la chirurgie? Je vais essayer de vous convaincre que non. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt majeur en dehors du fait d'être chirurgien, bien évidemment. Alors en préambule, je vais juste vous donner une toute petite anecdote, parce que les chirurgiens cardiaques et coronariens que nous sommes, on utilise des loupes grossissantes pour ponter des artères coronaires qui font entre 1,5 et 2 mm. Et donc je suis allé voir un ophtalmo pour essayer d'adapter mes loupes grossissantes à ma vue, et l'ophtalmo m'a dit « mais pourquoi vous utilisez des lunettes grossissantes ?» J'ai dit pour faire des pontages coronaires, et elle était très surprise qu'on fasse encore en 2021 des pontages coronaires. Donc je vais essayer de vous démontrer qu'effectivement on continue de faire des pontages coronaires. Dans la littérature, on trouve énormément d'articles sur la revascularisation chirurgicale ou par angioplastie de la sténose du tronc. Globalement, une fois qu'on a fait le tri un petit peu de tout ça, et dans tous les derniers papiers, on retrouve toujours à peu près les mêmes... je ne sais pas si c'est un marqueur, ça. Si. Non, ce n'est pas un marqueur. On retrouve toujours à peu près les mêmes études. Donc l'étude Syntax a été une des premières grandes études. Il y a l'étude Noble, l'étude Excel, peu importe le nom des études, mais en tous les cas, elles ont servi à définir un certain nombre de guidelines. Ces guidelines sont assez récents dans la revascularisation de la maladie coronaire. Elles datent de 2018 pour la revascularisation de la maladie coronaire et de 2019 pour l'angor stable. Donc, juste quelques rappels, puisque dans ma diapo, vous verrez, il y a beaucoup de chiffres. Enfin, il y a beaucoup de 1, 1A, 1B, 1, 2, 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que les classes 1 dans les recommandations sont des indications formelles, indiquées. Les classes 3 sont non indiquées, avec des niveaux de preuve qui sont variables entre le niveau A et le niveau C. Le niveau A, bien sûr, sont des études randomisées multicentriques ou des méta-analyses. C'est important de le savoir parce que les guidelines, vous verrez qu'il y a régulièrement ces chiffres qui apparaissent. Donc, je vais faire un petit rappel anatomique simple. Je suis chirurgien, donc je vais vous faire un tout petit peu d'anatomie. Je vais vous parler des indications de la revascularisation coronarienne d'une manière générale et du choix du mode de revascularisation quand il s'agit en particulier du tronc commun de la coronaire gauche. Je préciserai ensuite un certain nombre de situations particulières et en tant que chirurgien, je vous donnerai quelques aspects techniques qui me paraissent être accessibles à la concertation. Les messages clés pour terminer. Donc un rappel anatomique simple. Il faut savoir que la dominance coronaire, elle est essentiellement droite. Même moi, c'est pas que je le savais pas, mais je l'avais un tout petit peu oublié. C'est important à savoir. Il y a une couronne postérieure qui est faite de la circonflexe et de la coronaire droite, et il y a une anse antérieure qui est faite de l'IVA et de l'IVP.
le tronc commun gauche normal, il fait à peu près 1 cm de long. Il peut être beaucoup plus long, 15 mm, supérieur à 15 mm, ou très court. Il peut voire même être absent. On a une naissance à ce moment-là en canon de fusil de l'hiver et de la circonflexe. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au niveau du tronc commun, il n'y a pas de branche collatérale majeure. Les premières artères septales, qui sont très importantes sur l'IVA proximale. Et comme l'a dit l'orateur précédent, dans 30 à 40% des cas, le tronc gauche n'est pas une bifurcation, mais une trifurcation. Les diamètres, c'est important. Vous voyez, le tronc gauche fait à peu près 5 mm de diamètre. On met des stents de 5 mm. Nous, on pompe des artères beaucoup plus en distalité, qui sont entre 1,5 et 1,9 mm, voire 2 mm, notamment sur l'IVA distal, la circonflexe ou l'IVP. Donc les indications de la revascularisation coronaire d'une manière générale, elle s'adresse à un certain nombre de tableaux cliniques que vous connaissez tous, bien sûr. La revascularisation coronaire dans le syndrome coronaire aigu, la place de la chirurgie, il n'y en a plus aujourd'hui, ou pratiquement plus. Il reste encore une indication de classe 2A, C dans le syndrome coronaire aigu ST+, avec un échec d'angioplastie, mais c'est tout à fait exceptionnel. Le syndrome coronaire aigu ST- rejoint les indications de la maladie coronaire stable. Et je vous dirai quelques mots sur l'insuffisance cardiaque, la dysfonction ventriculaire gauche et la chirurgie associée. Plus intéressant, c'est le sujet de mon topo, la chirurgie de revascularisation de la maladie coronaire stable ou de l'ischémie silencieuse. Vous voyez que d'emblée, dans les recommandations, la sténose du tronc commun gauche apparaît en première ligne, c'est-à-dire que c'est une indication extrêmement claire de revascularisation chirurgicale, de revascularisation tout court, quelle qu'en soit la technique. C'est une recommandation de classe 1A. Et c'est une indication pronostique. Donc c'est très important. Ça, on sort vraiment cette indication en première position. La sténose du tronc commun gauche est une indication de revascularisation pronostique de classe 1A. Il ne faut quand même pas oublier que l'ischémie myocardique doit quand même être documentée, quelle que soit la méthode de revascularisation que vous avez choisie, sauf éventuellement pour les lésions critiques supérieures à 90%. Et les indications fonctionnelles sont aussi à considérer dans la sténose du tronc, mais c'est essentiellement des indications pronostiques, comme je vous l'ai mis sur cette diapositive. Alors en pratique, comment ça se passe? Moi, je travaille dans un centre chirurgical où on fait un staff, effectivement. Donc on dit la heart team, c'est le terme anglo-saxon pour parler de staff pluridisciplinaire, où il y a donc des cardiologues interventionnels, des chirurgiens cardiaques et des cardiologues tout court, où on définit un certain nombre de stratégies pour les patients qu'on nous propose. Bien évidemment, quel que soit le patient et quelle que soit la technique envisagée, il faut aborder bien sûr l'évaluation du risque opératoire par l'âge, la comorbidité, des choses tout à fait pratiques et dans notre pratique quotidienne. Ce qui est peut-être plus important dans les dernières recommandations, c'est que l'Euroscore qu'on a utilisé pendant de nombreuses années n'est plus d'actualité ou pratiquement plus d'actualité. Il est passé en classe 2B et on préconise plutôt maintenant la classification du score de risque avec le STS score, qui est un score américain. Ce qui est important pour la discussion entre chirurgie et angioplastie, c'est la réalisation du score syntaxe. Ça, c'est vraiment très important. C'est une recommandation de classe 1B. C'est ce qui va nous déterminer la complexité des lésions, puisque vous savez que le tronc commun gauche est rarement isolé. Moins à peu près 5% des cas, dans la grande majorité des cas, il y a des lésions tritronculaires associées. Et la détermination du score syntaxe maintenant doit intervenir dans toutes les discussions de choix de stratégie de revascularisation des patients, en sachant que l'arrière-pensée de toute revascularisation, c'est une revascularisation la plus complète possible. Donc le score syntaxe, juste pour ceux qui ne sont pas angioplasticiens ou chirurgiens, le calcul en est recommandé de façon très forte, c'est une classe 1. Le score syntaxe tient compte d'un certain nombre d'éléments, la dominance, le segment coronaire concerné, le diamètre de la sténose, peu importe. Et on détermine donc un certain nombre de scores, soit le score bas, inférieur à 22 ou égal à 22, intermédiaire de 23 à 32 ou élevé supérieur à 33. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a regardé un petit peu le patient, les lésions coronaires, le score syntaxe, eh bien effectivement, il y a un certain nombre de tous ces critères qui sont en faveur de l'angioplastie, ce sont les comorbidités sévères, évidemment chez les patients qui ne sont pas opérables ou un âge avancé,
une atteinte tritronculaire avec un score syntaxe bas, une anatomie défavorable pour le pontage. Tout ça sont des éléments qui sont plutôt en faveur de l'angioplastie. En faveur de la chirurgie, on aura le diabète, j'en reparlerai un peu, l'altération de la fonction ventriculaire gauche. La contre-indication à une double antiagrégation plaquettaire, c'est assez fréquent qu'on discute du choix thérapeutique en fonction de ce critère-là chez les patients âgés qui ont des hémorragies digestives, par exemple. Les aspects techniques qui favorisent plutôt la chirurgie sont effectivement la sténose du tronc commun gauche ou les patients pluritronculaires avec des scores syntaxe intermédiaires ou élevés, lésions coronaires ou les calcifications. Donc actuellement, dans les dernières recommandations dont je vous ai parlé, vous voyez à gauche, quel que soit le score syntaxe, donc faible, intermédiaire ou élevé, la revascularisation chirurgicale est une recommandation de classe 1A, au même titre que l'angioplastie dans les scores syntaxe faibles. Et l'angioplastie doit bien sûr être discutée dans les scores syntaxe intermédiaires, dans les scores syntaxe plutôt élevés, c'est-à-dire supérieurs à 33. La chirurgie, si le patient est opérable, est une recommandation assez forte. Ces critères s'adressent aussi au syndrome coronarien aigu ST-, stabilisé par le traitement médical avec une sténose du tronc commun de la coronaire gauche. Pour le diabète et la fraction éjection, j'en parlerai tout à l'heure. Là, je vais passer parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres. Donc, les situations particulières qu'on rencontre très fréquemment dans notre pratique, c'est le patient diabétique, on en a parlé. Donc, la chirurgie et le traitement de première intention, même en cas de syndrome coronaire aigu ST- stabilisé. Les patients tritronculaires avec ou sans sténose du tronc commun gauche et un score syntaxe faible sont bien sûr des indications d'angioplastie. La dysfonction ventriculaire gauche fait assez fréquemment basculer le patient dans la chirurgie. La fraction d'éjection basse est considérée basse, inférieure ou égale à 35%. La revascularisation, quelle qu'en soit la technique, est bien sûr recommandée dans cette classe, chez ce groupe de patients, une recommandation 1B, et la chirurgie est plutôt favorisée dans ce groupe. Ce qui est très surprenant, c'est que dans les recommandations, la recherche de viabilité pour un patient qui a une fraction d'éjection altérée, avec ou sans lésion du tronc commun gauche, ce n'est pas une recommandation de classe 1, et dans les littératures, il semble y avoir un défaut de corrélation évident, ou en tous les cas, il n'y a pas vraiment de corrélation évidente entre l'existence d'une viabilité et le pronostic d'une revascularisation, quelle qu'en soit la technique. Les avénidifrismectomies, tout ça, c'est très annexe. La chirurgie valvulaire associée, ce qui est important à savoir, à l'ère du TAVI, c'est que l'indication d'un remplacement valvulaire associé quand on a une chirurgie coronaire envisagée n'est plus d'actualité dans le rétrécissement aortique non serré, puisqu'on considère qu'avec le TAVI, on peut leur proposer un TAVI à distance. Par contre, elle est toujours indiquée en cas de rétrécissement aortique calcifié serré. De même pour la chirurgie mitrale. J'ai quasiment terminé. Donc la revascularisation doit être complète, bien sûr, c'est très important. La FFR, on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Concernant la chirurgie, deux notions importantes. Le cœur battant, c'est indiqué chez les patients insuffisants rénaux ou les patients âgés ou les patients à risque d'AVC, c'est la seule indication. Et concernant la revascularisation toute artérielle, qui est très à la mode, il n'y a pour l'instant pas de recommandation de revascularisation toute artérielle, il n'y a pas de différence significative, même à 10 ans, avec l'utilisation des deux artères mammaires, mais ça reste quand même une recommandation de classe 2B. Donc les messages clés, je conclus. L'ischémie myocardique, il ne faut pas oublier qu'elle doit toujours être recherchée. L'importance de la HeartTeam, c'est-à-dire de la concertation pluridisciplinaire, et la revascularisation chirurgicale de la sténose du tronc est une indication de classe 1, quelle que soit la complexité des lésions, et l'angioplastie est indiquée pour les scores syntaxe faibles. Chez les patients diabétiques à mauvaise fonction, la chirurgie est plutôt privilégiée. Voilà, merci beaucoup. Merci. On est assez en retard, mais on va quand même essayer de poser quelques questions. Moi, Olivier, j'ai une question sur la technique d'angioplastie. D'abord, est-ce que l'étude définition 2 trial a changé ta pratique, puisque c'est une étude qui est portée sur les bifurcations en général et pas spécialement sur le tronc, mais où a priori une technique à 2 stents est supérieure à une technique à 1 stent. Et la question accessoire, c'est, moi je fais volontiers une technique à 1 stent avec une angioplastie au ballon actif sur la side branch si elle n'est pas trop malade. Qu'en penses-tu ?
Alors, pour répondre à la première question, définition, donc c'est toujours Chen, c'est donc le promoteur du DK Crush. Alors bon, je ne sais pas s'il y a peut-être des chirurgiens, le DK Crush, ils s'en fichent un peu, c'est normal. Le DK Crush, c'est une technique à 2 stents complexes qui nécessite, à mon avis, techniquement, qui est très complexe et qui peut être, franchement, assez casse-gueule, entre guillemets. On n'a pas cette culture en France. En Chine et en Asie, sur le plan philosophique, la chirurgie cardiaque, pour eux, c'est très compliqué. Et donc, ils ont développé des techniques à 2 stents parce qu'ils stentent des lésions, mais excessivement complexes. Quand on regarde dans la DK Crush 5, donc l'étude qui a amené au ROCO, la moyenne de longueur de lésion de la side branch, c'est 17 mm, si tu veux. En moyenne, les syntax scores, dans 45% des cas, le syntax score est supérieur à 33. Donc c'est des patients que nous en tout cas chez nous, ces malades, on ne parle jamais d'angioplastie, tu vois, c'est des patients qu'on confie à la chirurgie. Et donc quand on sort définition 2 où ils te disent que les 2 stents c'est supérieur à un stent, c'est parce que ce sont des lésions comme ça, si tu veux. Quand tu regardes dans le détail la longueur des lésions de la branche side, c'est supérieur à 15 mm. Donc ces patients-là, nous, on ne les stente pas forcément. Donc ça ne correspond pas à nos pratiques. Et dans ces cas-là, avec de telles lésions, je comprends que 2 stents marchent mieux qu'un, parce que 1, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Mais nous, on ne le fait pas. Donc, voilà. Et pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est une bonne idée, qu'il n'y a pas d'études et qu'elles sont à faire, mais je pense que c'est probablement l'avenir. Ouais. Au lieu de mettre un non-compliant dans la side branch pour faire un kissing, un ballon actif probablement améliorera les résultats en géographie, enfin du moins en géographique et j'espère clinique à long terme. Olivier, j'avais une autre question sur ta technique d'angioplastie. Oui. Pour les trifurcations du tronc commun distal, comment tu procèdes? Tu fais un double kiss ou un tricing? Alors c'est pareil, la trifurcation, je ne la fais que si j'ai un objectif à un stent. Parce que sinon, si toutes les branches sont très malades, c'est chirurgical pour moi. Hein, mais bon, voilà. Parce que la technique, si... Non, je pense qu'il faut les un angioplasticien, un chirurgien, d'accord, c'est rare. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, j'ai pas montré la slide parce que je ne l'ai pas, mais on avait ce que je t'ai dit un autre jour au téléphone, on avait le congrès de l'EBC. Et Patrick Serruis, donc qu'on connaît tous, a montré, Nicolas était là, les résultats de syntax à 10 ans, sous-groupe, un stent versus 2 stents. Et tu vois que, bon, comme toujours, contrairement à la Chine, après 3 ans, les courbes de survie s'écartent, et à 10 ans, elles sont franchement très écartées, bien sûr en défaveur du 2 stents. Donc je crois qu'il faut, clairement, lorsqu'on a un patient de 70 ans, 10 ans, il sera toujours en vie, entre guillemets. L'hypothèse, c'est qu'il soit toujours en vie, donc il faut penser à long terme. Donc un stent, ça marche bien, il y a de bonnes indications. La trifurcation, c'est 3 guides, un stent de la branche principale, refranchissement, et moi je fais un tricing. Alors il y en a qui font du double kissing, moi je fais un tricing, je pars en 7F, et je mets 3 ballons gonflés en même temps, 3 ballons courts sur les 3 artères. Voilà. Et franchement, ça marche bien, mais en 7F. Hein. Il faut partir en 7F. Je crois qu'on va devoir conclure. On me fait signe. Je suis désolée, Laurent. Mais en fait, vous êtes d'accord, donc c'est pas... Oui, il n'y a pas de débat. Je plaisante. Non, mais on va mettre fin à la session. On a déjà un quart d'heure de retard. Je vous remercie. Merci.